Nous retrouvons nos invités pour la suite, Komi Mayaba, journaliste, et puis l'homme politique Fiagan Sylvain Vidirakou, avant de parler de la République démocratique du Congo et de ce détenu torturé à mort. 4 policiers finalement condamnés à perpétuité. Nous continuons notre voyage sur le Burkina Faso, ce pays merveilleux qui est touché depuis quelques années par le terrorisme. 41 morts. C'est ce week-end, comme Mayaba. Vous avez vu la démonstration tout à l'heure du jeune politique. Oui, j'ai quelque chose à ajouter. J'ai été émerveillé par son développement. Mais aussi ajouter qu'aujourd'hui, il faut commencer à penser à comment appelle-t-on. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la politique joue beaucoup. Ça favorise beaucoup ce terrorisme-là. C'est-à-dire que la gouvernance, quoi qu'on dise aujourd'hui, j'ai entendu par rapport à ce carnage, enfin, à ce carnage qu'on a constaté au Burkina, des voix sont levées pour dire qu'à un moment donné, si le président Kaboré ne prend pas ses responsabilités, eux, la population, ils sauront quoi faire pour mettre fin à ce banditisme de grand chemin. Et donc, aujourd'hui, moi, je me dis que s'il y a la volonté politique, il y a forcément possibilité de trouver des voies et moyens pour résoudre ce problème de terrorisme en Afrique. Parce que je me dis quoi? C'est-à-dire qu'actuellement, vous savez que ceux qui entretiennent même le terrorisme, c'est les grandes puissances. Vous ne pouvez pas me démentir cela. Parce que c'est pour des intérêts, justement, que ce fait existe. Parce que d'où viennent les armes même que ces terroristes-là utilisent, de grandes artilleries qu'ils utilisent pour défier même les forces régulières? Posez-vous la question. Donc, ça fait que les armes peuvent être vendues rapidement sur le terrain. Ça peut aussi faire que aujourd'hui, il y ait qu'il n'y ait pas de la tranquillité ou qu'il y a de la déstabilisation pour pouvoir mettre la main sur des ressources qui sont dans le pays. Il y a beaucoup de choses qui expliquent le terrorisme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour amener les gens, la population elle-même, de se tuer? De se tuer. C'est là la question se pose parce qu'à un moment donné, si vous pensez, vous voyez que même ceux qui sont aux affaires ne jouent pas franc jeu, c'est difficile peut-être de détourner leur intention. Tout à l'heure, comme il a dit, quelqu'un peut venir vous dire que toutes vos souffrances, tous vos malheurs proviennent de ce régime ou de cette gouvernance ou de ceux qui sont aux affaires. Maintenant, quand il n'y a pas la gouvernance qui est saine, la reddition des comptes n'est pas faite, la corruption est encouragée, il y a toute cette panoplie de mots qui amènent les jeunes à être versés dans ce feuilleton de terrorisme. Donc, aujourd'hui, moi, je me dis que si les gouvernants, les politiques veulent que ce phénomène-là s'arrête, je crois qu'ils trouveront forcément les voies et moyens pour mettre fin à cette hémorragie. L'autre aspect de la chose, c'est quoi? Quand vous prenez par exemple au Burkina, on avait dit ici, puisque le Burkina c'est un pays qui est le théâtre même de ce terroriste-là. Et depuis que Kaboré, je parle de Kaboré, Compaoré, puisqu'on disait à l'époque ici que Compaoré, Blaise Compaoré, l'ancien président qui est actuellement en exil à Côte d'Ivoire, on disait qu'au moment de son règne, il n'y avait pas ces genres d'attaques. Parce que ce monsieur ou ce président, à l'époque, traitait, avait de bons accords, négocié avec ces terroristes-là. Maintenant, l'autre aspect de la chose, faut-il aller vers cet idéal ou bien changer de paradigme? Vous pose la question, Sylvain Vidirakou, j'allais la poser d'ailleurs. À chaque fois qu'on parle du Burkina Faso et de ces carnages, on pense à l'ancien président Blaise Compaoré ou bien à l'ancienne gouvernance de Blaise Compaoré. Aujourd'hui, on a encore des têtes, même si elles sont en prison, Gilbert Diendéré, Djibril Bassolé et d'autres encore. Moi, je ne pense pas que ce soit la présence de Blaise Compaoré qui empêchait le terrorisme d'évoluer au Burkina. Je ne pense pas non plus pour la même chose au Maghreb ou dans les pays où aujourd'hui le terrorisme fait mal. J'aime bien le principe des États-Unis d'Amérique, même si parfois ce n'est que du vent. Ils disent on ne négocie pas avec les terroristes. C'est un principe chez eux. Parfois ce n'est que du vent, c'est possible. Mais j'aime bien ce principe, j'aime bien qu'on le clame comme ça. Vous savez, ces chefs d'État dont nous parlons, oui, ils savaient négocier avec ces terroristes pour pouvoir cohabiter avec eux. Mais si vous avez pu négocier avec monsieur A,
Vous savez que vous négocierez avec M. B qui sera là un jour. Vous savez que vous êtes encore ouvert à négocier avec M. C, M. D, et ainsi de suite. À quand va s'arrêter finalement cette négociation-là? Vous ne pouvez pas accepter un terroriste parce que ça devient finalement un État dans un État comme au Mali, où il y a des lieux où, j'ai appris récemment sur un média international, où on disait que le président, même l'ancien président, pour visiter ce lieu-là, il a dû payer. Il a dû payer. Alors qu'il est chef d'État, il gouverne tout le Mali, mais il a dû verser une rançon à un groupe pour pouvoir avoir accès à 1 million de hommes. On ne peut pas permettre ça, on ne peut pas du tout accepter ça. Alors nous, à la Nouvelle Vision, ça nous choque quand on nous dit que voilà, il faut accepter ce principe d'État dans un État. Dire que c'est la présidence de Blaise Compaoré ou de quelque autre président que ce soit dans un autre pays que ce soit empêchait ce terrorisme d'avancer pour nous, c'est dire qu'il faut accepter des États dans des États. On a un État ou on n'a pas un État. Donc il faut arrêter ça. Il faut plutôt, comme il a dit, repenser les stratégies. D'abord, il faut que les États s'unissent qu'ils fassent front commun contre le terrorisme et un front commun franc. Déjà, il faut commencer par là, un front commun franc. Lorsque des États même sont soupçonnés entre eux, un État X peut se dire, bon, maintenant, il soupçonne l'État B d'avoir voulu attenter, oui, des trucs comme ça, déjà, entre nous, ça veut dire qu'il n'y a pas un front commun franc. Ça pose un problème. Lorsque des États s'entendent sur un projet de barrage hydroélectrique simple, par exemple, un État envoie sa partie, l'autre État n'envoie jamais. Il n'envoie jamais. Ça crée quoi? Un climat de suspicion. Et ça aussi, ça fait que le front n'est jamais un front franc. Donc il faut qu'on commence déjà par mettre en place des fronts francs qui permettent à ces États-là, à nos États, de combattre ensemble contre le terrorisme et ensuite qu'on puisse. Nous avons les moyens. Prenons juste l'Afrique occidentale. Nous sommes 16 pays. Nous avons les moyens pour nous acheter, pour nous dégoter un satellite, pour surveiller nos zones, pour voir où vivent ces gens-là. On a les moyens. Mais enfin, les satellites, c'est combien? Moi, je ne peux pas en acheter. Je n'ai pas les moyens. Moi, une personne, un individu, je ne peux pas en acheter. Mais les États, on a les moyens. La CEDEAO peut avoir les moyens pour s'acheter 1, 2, 3 satellites, on a les moyens. Oui, je voulais ajouter, on va sortir de ce sujet, mais avant de sortir, je voudrais aussi faire ressortir un aspect, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, comparé à son époque, on ne constatait pas ce terrorisme violent au Burkina. Mais c'était parce qu'à l'époque aussi, le terrorisme n'était pas aussi avancé. Oui, voilà, oui, je viens. Mais aujourd'hui, est-ce que ne pensons-nous pas, puisque c'est des analyses, des hypothèses que nous sommes en train de poser, pour dire quoi? C'est pour dire que qu'est-ce qui amenait les gens à ne pas s'intéresser plus à cette époque-là, à faire des tueries, et maintenant, ça prend de l'ampleur. C'est une question. Ouais. Maintenant, quand ça se pose, des questions comme ça se posent, c'est de savoir qu'est-ce qui amène des gens à s'enrouler plus dans le terrorisme qu'avant. Ouais. Cela veut dire qu'il y a un problème. Justement, non seulement qu'il y a un problème, il y a aussi, puisque la chute de Compaoré ici peut amener ce clivage-là, parce que comme vous l'avez vu avec la chute, justement, quand vous prenez après la chute de Kadhafi, qu'est-ce que nous n'avons pas connu dans ce c'est parce que les armes les gens ont circulé, ils entretenaient aussi des réseaux qui sont désertés et qui actuellement, justement, donc c'est pourquoi nous disons il faut forcément, je ne dis pas d'aller négocier avec les terroristes, mais trouver une formule qui puisse démanteler pour amener ces réseaux-là, puisque c'est des réseaux, puisque des réseaux proches de tels qui sont aigris contre la gouvernance de tels. C'est pourquoi je faisais allusion à un moment par rapport au chef d'État, au règne ou peut-être à la politique même qui est menée dans le pays. Donc, il faut forcément que les gens pensent, puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, quand tout le monde est libre, vous mangez bien, votre train de vie est bien et tout, c'est vrai qu'il n'y a pas d'égalité, il y a toujours des inégalités qui règnent, mais quand il y a visiblement des disparités inouïes qu'on constate dans le pays, ça ne peut que favoriser. Il y a des inégalités naturelles, mais il y a des inégalités injustes. Ça fait qu'on peut tomber dans ces travers-là. Et c'est la population qui en pâtit, le dernier des Burkinabés ou du Togolais ou du Burkina, enfin du Ivoirien qui en pâtit. Dans tous les cas, faisons tout. Mettons-nous ensemble. Les politiques, les chefs d'État doivent se mettre ensemble pour penser à une stratégie de riposte véritable, que de penser aux forces étrangères qui viendront justement avec des intérêts derrière. Allez, on va quitter donc Ouagadougou pour Kinshasa. 4 officiers de service de renseignement de la police ont été condamnés dans la nuit du 24 décembre, vendredi donc, au samedi 25 décembre, dont 3 à perpétuité. Ils ont été reconnus coupables du meurtre d'un homme d'une trentaine d'années, mort sous la torture alors qu'il avait été arrêté
pour le vol d'un véhicule. Alors, comme Imayaba, on vous retrouve pour le vol d'un véhicule, on torture quelqu'un et finalement, cette personne trouve la mort. Ah, vraiment, c'est triste, hein, cette situation qui s'est passée en RD. Cela montre visiblement, et comment l'appelle-t-on, l'injustice qui vit, criarde qui vit dans le pays. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de rien du tout, par exemple, même ce monsieur même qu'on accuse d'avoir volé le véhicule, il n'est qu'un présumé. Actuellement, même celui qui a formanté le coup même est en fuite. Donc cela voudrait dire que si vous êtes là à un moment donné, je ne veux pas la tête de M. Vidirakou, je peux, avec les moyens dont je dispose, peut-être concocter, mettre certaines situations et puis peut-être le prendre comme ça, le jeter en prison et le torturer. Mais heureusement, la justice a fait son travail surtout, et la justice militaire, non? La justice militaire. Voilà, a fait son travail et a mis la main sur quatre officiers, dont 4 militaires, non? Dont 2 brigadiers et puis 2 colonels. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut mettre fin. Ce n'est pas le fait là seulement. C'est-à-dire que ce qui intéresse dans cette situation, c'est que le fait qu'on ait quand même pu démontrer qu'il y a ces injustices-là qui existent et qu'on puisse mettre fin, c'est ce qui est intéressant. Mais aujourd'hui, ils sont condamnés, je crois, à prison à perpétuité. Donc, ici, nous demandons à ce que ce soit en RD Congo, que ce soit au Togo, partout ailleurs, que des actes, c'est-à-dire que l'injustice ou les actes de violence exercés sur un détenu soient quand même prohibés, soient quand même démantelés et punir ceux qui sont les auteurs de ces actes-là. Parce que quand même, un détenu aussi a ses droits. Le droit, un homme, quelqu'un qu'on dit un individu, a ses droits. Même étant en prison, tu as tes droits. Bon, maintenant, les actes à violence élevés, je crois qu'il va falloir forcément que les gens commencent à penser à ces formes de violence-là et qu'on arrête. Parce que quand c'est comme ça, présentement, la question même qui a été posée dans cet aspect-là, c'est que entre-temps, ceux qui ont formaté ces histoires-là, c'est juste parce que ils ont voulu peut-être mettre à nu ce monsieur-là, parce qu'il a voulu, on a dit même, on a formaté juste qu'il a volé une voiture et juste on l'a pris, on l'a mis en justice et tout. Mais de là, jusqu'à aller à la torture, jusqu'à ce que la personne perde la vie, je crois que c'est aussi grave, c'est très gravissime pour penser autrement à la justice. Fiagan Vidirakou, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper ces genres de comportements? Parce que cela pose une question, la question de, comme Imayaba l'a dit tout à l'heure, de la violence exercée sur les détenus. Alors, d'abord, je ne me réjouis pas de la condamnation des 4 éléments, mais je me réjouis pour le fait que justice a eu lieu. Il y a eu justice. Donc, je ne me réjouis pas que des gens soient jetés en prison à perpétuité, mais je me réjouis parce qu'il y a eu justice. Alors, c'est deux choses différentes. Oui, il y a une nuance. Alors, nous-mêmes au Togo ici, parce que nous sommes Togolais, on est obligé de toujours revenir ici. Oui, il faut toujours revenir ici. Nous avons tellement de cas où il y a eu même dans des rapports, dans plein de rapports, CNDH ou Amnesty International, CACIT Togo, il y a plein de rapports au Togo ici dans lesquels les forces de l'ordre ont été citées, parfois nommément, pour avoir torturé des gens, des détenus, des prévenus, des gens qui étaient présumés coupables et donc aussi présumés non coupables. C'est-à-dire qu'ils bénéficiaient qui est partout en Afrique. C'est une pratique qui est répandue, très répandue. Alors moi, j'espère que ce qui s'est passé en RDC ou en RD Congo, comme il l'appelle si joliment, j'espère que ça servira d'exemple à la fois dans ce pays de l'Afrique centrale là même et même chez nous ici aussi. J'espère que ça servira d'exemple dans tous les pays. Pas seulement chez nous. Il faut une transposition dans tous les pays. J'espère vraiment que ça puisse servir d'exemple dans ces pays parce qu'on en a besoin. On a besoin au moins que lorsque vous avez un détenu, lorsque vous avez quelqu'un, un membre de votre famille en prison, on voudrait avoir l'espoir de le voir sortir un jour librement. Mais s'il doit aller là-bas et on va le torturer, et puis c'est des tortures parfois pas possibles. On le torture proprement pour soutirer juste une petite information. Et parfois même cette personne est innocente. Parfois même la personne, elle est innocente, comme il était en train de le dire. Ou parfois ce n'est qu'un pion. Et qui a même le commanditaire qui est quelque part tranquille
Mais lui, on le torture juste pour qu'il donne le nom. Et parce qu'il n'a pas pu donner le nom par loyauté, ou parce que dans ces réseaux-là aussi, c'est compliqué de donner des informations. On le torture, et finit par perdre la vie. On a eu un fait récemment à la frontière, à Flao, ici, où 2 de nos éléments pointent une affaire de téléphone portable, ont torturé un concitoyen ghanéen. Et le ministre avait sorti même un communiqué. À l'époque, je crois que c'est le ministre de la Défense qui avait sorti un communiqué pour condamner. Ça a dit que les enquêtes ont été ouvertes et que les 2 éléments ont été placés en garde à vue. Je ne sais pas exactement où on en est aujourd'hui. J'espère un jour que le ministre de la Défense, la ministre de la Défense nous situera beaucoup plus sur cette affaire pour qu'on puisse savoir, pour qu'on puisse faire confiance, à défaut d'en faire totalement la justice, faire confiance au corps, aux forces armées, que ces forces-là pourraient nous protéger, parce qu'après tout, c'est des forces qui sont à notre service, elles doivent nous protéger, mais elles ne peuvent pas torturer comme ça à tout va. Il y a même des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours la vérité, mais il y a des vidéos qui ont circulé sur les réseaux sociaux. On a vu des gens qui étaient en train de torturer et qu'on a filmé à des époques un peu reculées déjà. Mais nous espérons que ce qui s'est passé en RDC sera un exemple dans tous nos pays pour que la justice puisse être, pour qu'on puisse faire confiance un peu à nos forces armées. Alors, comme Mayaba, face à des bavures en série de la police congolaise, comme Fiagan Vizirakou l'a dit tout à l'heure, cette condamnation va sans doute... c'est un message qui est envoyé à la police congolaise. Oui, c'est un message qui est envoyé à la police congolaise, non seulement à la police congolaise, à toutes les polices en Afrique, de l'Afrique. Mais aussi, il faut faire relever un aspect dans ce qui s'est passé aussi, parce que nous pensons que l'armée, vous savez, quand on parle de l'armée, avant qu'elle ne soit à la disposition de la justice, il faut d'abord une cour, ils appellent ça... la cour martiale. Voilà, il faut une cour martiale. Nous n'avons pas encore une cour martiale ici au Togo. Et donc, avant qu'on ne prenne, comme il a dit, puisque nous sommes en train de faire une transposition de cette question vers le Togo... Ce serait mieux qu'on... Oui, en RDC, oui, non, nous sommes en train de dire, c'est-à-dire que c'est pour faire un rapprochement pour dire que ce qui s'est passé en RD Congo est salué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la justice quand même, justice a été rendue. Ouais. Justice a été rendue. C'est ce que nous souhaitons. Il a dit, ce n'est pas en condamnant des gens à prison à perpétuité qui est important, mais c'est un message fort à l'endroit des autres pays pour que ce qui se passe, ce n'est pas le seul cas qu'on a en Afrique. Il y a des cas, il y a toute une panoplie, les cas sont légion. Donc aujourd'hui, ce qui intéresse, c'est qu'au moins au niveau de l'armée ou au niveau de la sécurité, les gens ont quand même donné quitus à cette justice de rendre justice réellement pour n'importe quel kidam, enfin n'importe quel citoyen peut quand même, la justice peut lui être rendue. Mais n'oubliez pas une chose, parce que cette volonté d'aller vers la justice est une volonté de l'État. Ouais. C'est une volonté de l'État, du gouvernement congolais. Avant qu'on ne prenne des décisions comme ça au niveau supérieur, c'est qu'il y a eu quand même des choses qui c'est-à-dire que c'est trop de... c'est trop. Il y avait l'accumulation, voilà. Il y avait l'accumulation des cas. Oui. Et un seul jour suffirait pour que cela puisse quand même être démantelé et puis être rendu justice. Donc, nous demandons à ce que, comme cela s'est fait en RD, il faut qu'au moins qu'on assiste ces cas-là vers les autres pays, en l'occurrence au Togo. Parce que nous voyons, même dans le principe de la justice, on dit que même quand il y a torture, ça annule la peine, je crois. Parce que quand on vient vous prendre... J'allais poser cette question, puisqu'on parle de 80 000 $. Voilà, s'il y a vice de procédure. Oui. C'est-à-dire que quand on vous détient, on vient vous prendre qu'il y ait violence sur vous, ça annule la procédure. Ça annule 80 000 $ de dommages à la famille de la victime même, celui-là qui a eu à voler. Oui, c'est ça. Si vous suivez très bien l'affaire, vous vous rendrez compte que les condamnations sont sévères. Ah oui. C'est ce qu'on a... À perpétuité, c'est sévère. Ils ont torturé un seul individu, présumé voleur,
et les 4 ont été condamnés à perpétuité. C'est sévère, pour dire la vérité. Ça, c'est sévère. Mais comme on le disait, c'est un message envoyé à tous les autres officiers, message fort d'ailleurs. à tous les potentiels tortionnaires. Torturer encore quelqu'un, vous serez condamné. En prison. Voilà. Donc c'est un message qui est envoyé. Et moi, ce que je souhaite tout simplement, c'est que ce message soit le même pour tout le monde, partout, essentiellement chez nous ici d'abord. Je suis togolais, mes frères. Oui. Personne n'a jamais souhaité se retrouver derrière les barreaux. Oui. Mais c'est que ça arrive et ça arrive. Et quand ça arrive, c'est que ça arrive. Alors, il faut veiller, il faut travailler. Lorsqu'on est libre, il faut veiller, faire tout pour qu'il y ait des garanties pour ceux qui sont derrière les barreaux, afin qu'un jour, si par mégarde, personne ne se le souhaite, mais si par mégarde vous vous retrouvez là-bas, vous puissiez avoir les mêmes droits pour lesquels vous vous étiez battu. Alors, comme il a touché un point, il a parlé de la justice congolaise et qui est en marche par le biais de cette affaire. Oui, c'est comme il a dit d'abord, c'est une volonté politique. Alors, il faut la même volonté politique partout. Et pour la justice, oui, la justice a travaillé. Oui, il y a aussi quand même, c'est un problème, c'est important, l'absence d'une cour martiale chez nous ici, par exemple. Parce que vous savez, la cour martiale a cette spécificité qui est de pouvoir juger les militaires. Parce qu'il y a des choses que les militaires font en situation, mais que le civil ne peut pas comprendre parce que le civil n'est pas un militaire. Il faut qu'il y ait un militaire, un juge militaire, un tribunal militaire pour pouvoir comprendre pourquoi le militaire a agi comme tel ou a fait ci ou ça dans le feu de l'action. Donc sans ce tribunal-là, les civils qui sont là, un magistrat civil, il va juger, il sera parfois trop sévère avec le militaire parce qu'il faudrait éviter également que ça ne devienne une chasse à l'homme. Parce que c'est vrai qu'on veut punir les militaires tortionnaires ou les policiers tortionnaires. Mais à force de les punir avec les civils, on risque de faire une chasse à l'homme parce que le civil, lui, n'est pas du tout formé à endurer la douleur. Et donc, quand il voit quelqu'un crier, déjà, lui, ça lui fait très mal. Alors que le militaire, nous, on va dans des commissariats où vous verrez même quelqu'un qui est en train de crier, il est à terre, il est à même le sol, il crie, j'aime mal, le policier, ça ne lui dit rien. Ouais. Il est là-bas et lui-même travaille même plus calmement, quoi, le policier. Moi-même, j'ai visité un commissariat où j'ai vu ça. Le policier travaillait, il faisait les légalisations, il signait des papiers là-bas. Mais le voleur présumé était au sol, il roulait là-bas au sol, il allait d'un point A à un point B, il criait. Moi, à un moment donné, c'était insupportable pour moi. J'étais sorti du poste. Mais lui, il était là-bas, il travaillait tout bonnement. Donc, voyez, lui, il a été formé à ça. Ouais. Il a observé ça toute sa vie. Il peut comprendre certaines Voilà. Donc, il y a une différence. Oui, voilà. Oui, non, c'est ce que nous sommes en train de dire. Aujourd'hui, on cite pas mal de tortionnaires militaires dans la plupart de certains dossiers. Maintenant, des rapports, on a cité des gens, les noms des gens ont été cités. Bon, qu'est-ce que dans ce cas, on pouvait faire? On ne pouvait pas faire quelque chose tant qu'il n'y a pas une cour martiale pour que ces personnes répondent. Puisque à un moment donné, on ne peut pas prendre un militaire, le présenter, comment l'appelle-t-on, au tribunal. Mais ce qui me sidère dans ce qui s'est passé en Inde du Congo, c'est que je ne sais pas comment que ça s'est passé jusqu'à ce que ce monsieur qui a été présumé, c'est un présumé parce qu'on dit qu'il a volé une voiture. Est-ce que c'est à la suite d'un procès qu'il a été condamné et jeté en prison? Non. Ça veut dire qu'il n'y avait même pas de procès. C'est quelqu'un qu'on a pris, qu'on a dit qu'il a volé. C'est quelqu'un d'ailleurs même. J'ai cru entendre que c'est quelqu'un même qui a dit qu'il a volé la voiture. Voyez-vous? Et donc, il y a ces militaires-là qui possiblement, on en voulait à la personne. C'est comme je le disais tantôt, je vais en vouloir à Michel tout à l'heure. Ça peut être un règlement de compte. Justement, ça peut être un règlement de compte. Je vais voir X, Y. Bon, voilà, prenez-le. Le bon sens voudrait que quand on accuse quelqu'un, qu'il réponde. Et que au moins qu'il y ait un procès pour situer les responsabilités. Mais c'est ce qu'on n'a pas constaté. Justement, puisqu'il y a au moins la défense qui puisse venir, peut-être jauger les deux et puis voir clairement ce qui s'est passé. Mais ici, on prend quelqu'un, on le jette en prison. Ça existe comme il a dit. Ici, il y a des gens qui sont en prison jusqu'à des années durant. 20 ans, ou bon, peut-être j'exagère, 10 ans, 15 ans, et qui n'ont pas, il n'a pas encore eu de procès. Nous avions rencontré un vieux à la prison civile de Tchévier. Il n'avait pas de dossier, il n'a rien, mais il est là-bas depuis plus de 7 ans, et il a dit que lui n'a rien. Et que s'il nous dit, il nous avait confié à mon président, Dr Koduviton et moi, il nous avait confié le jour là que, et il y avait même plein d'artistes qui nous suivaient parce que c'était dans le cadre d'une activité sociale. Il nous avait confié que s'il nous dit réellement qu'il sait ce qu'il a amené ici, c'est qu'il nous a menti. C'est ce que le vieux nous avait dit. Oui, et il n'a pas de dossier. Oui, nous avions appelé le procureur à l'époque pour en savoir plus.
Ben, vous savez, Non, il n'y a aucune trace de sa présence. Si on parle de la RDC, j'ai envie de vous poser cette question. On a vu, c'est un pays exceptionnel aussi. Hein, on l'a déjà dit, avec les violences policières, surtout sous l'ancien président Kabila fils. Kabila fils. Est-ce que le président Félix Antoine Tshisekedi veut rompre véritablement ce cycle de violence? Non, bon, est-ce que... On en a connu sous lui également. Oui, non, vous savez, ce que nous sommes en train de dire avec la justice qui est faite sur le monsieur, enfin, le détenu en question qui est malheureusement décédé. Et c'est que, je le disais tantôt, c'est l'accumulation des faits qui ont amené des gens, puisque les gens décriaient cette situation. Les gens décriaient depuis longtemps. Mais est-ce que ça va rester comme ça jusqu'à quand? Il faut à un moment donné taper du poing sur la table et quand même sortir de cette situation parce que, vous savez, la RD Congo aujourd'hui, c'est un pays, quoi qu'on dise, l'insécurité devient grandissante. Même l'actuel président n'arrive pas à contrôler certaines zones. Par rapport à sa richesse, c'est un pays immensement riche où les pays occidentaux viennent se mettre, comment l'appelle-t-on, intervenir par rapport aux intérêts, justement, et fait qu'il n'y a pas de stabilité dans ce pays. Maintenant, celui qui veut fait ce qu'il veut, c'est-à-dire chacun fait à sa tête. Ouais. Maintenant, est-ce que ça va continuer comme ça? Aujourd'hui, vous savez, même Tshisekedi est confronté, c'est vrai, avant qu'il ne... Actuellement, c'est quoi? C'est lui qui est le président de l'Union africaine. Ouais, en exercice de l'Union africaine. Donc aujourd'hui, il y a un débat de fond qui se pose dans ce pays. Vous savez que Kadhafi, c'était... Je parle de Kadhafi, Kabila, il y avait un front qui était né entre... Pour porter Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, il y avait un partage du pouvoir. Et entre-temps, une fois Tshisekedi au pouvoir, n'avait pas voulu respecter les termes du contrat. Donc ça a fait que même à l'Assemblée, Kabila était majoritaire. Maintenant, ça ne donnait pas quitus à Tshisekedi de dérouler son programme. Donc il y avait un problème immense. C'est vrai que la gestion de Kabila à l'époque, si ce n'était pas cette transition, est-ce qu'il faut alternance pacifique comme nous avons connu là-bas, si c'était l'autre, Martin Faïlou qui venait au pouvoir, c'est qu'il y avait toutes les chances possibles que Faïlou arrive au pouvoir. Mais dans cette situation, la RD ne trouverait pas cette stabilité. C'est pourquoi nous avons salué à l'époque cette alternance au niveau de la RD Congo, parce que c'était une alternance pacifique, parce que c'est vrai, Tshisekedi, Kabila se sont convenus du partage du pouvoir. Wow. Et ça s'est passé. Maintenant, c'est après que les choses sont passées qu'il faut quand même véritablement dérouler les programmes. Chacun devait jouer son parti. Ça veut dire qu'il y a actuellement deux tendances qui existent dans ce pays. Qui pour faire cela, qui pour faire. Mais étant chef de l'État, Tshisekedi doit prendre ses responsabilités parce que très bientôt, ils iront aux élections et que je pense que ça, c'est en fonction de ce que tu as fait par rapport au programme, par rapport à ton mandat passé, qu'ils puissent quand même te porter encore à la tête de l'État. On va marquer la pause pour le journal. On vous retrouve Fiagan, Vidjirakou et Komi Mayaba.